Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de la soirée de l'information sur votre chaîne internationale d'information continue Canal 2 Info. Ce soir, nous allons parler d'élections de Cameroun, cet organe chargé d'organiser le processus électoral au Cameroun avec les inscriptions qui sont donc ouvertes sur les listes électorales. Nous parlons aussi de cette reprise du transport dans le corridor Douala-Bangui avec la sécurisation qui devient de plus en plus accrue des transporteurs sur cet axe routier. La Turquie sera également au cœur de l'actualité ce soir avec cette puissante explosion qui s'est produite ce jour et qui a laissé sur le carreau près d'une dizaine de personnes, faisant également de nombreux blessés. Les États-Unis avec Barack Obama qui prendra ce soir la parole devant le Congrès. C'est son tout dernier discours à la fin de son mandat et la Côte d'Ivoire avec ce nouveau gouvernement du Premier ministre Kablan Doukan, un gouvernement de 36 ministres contrairement aux 31 du gouvernement précédent. Voilà pour les grandes articulations de cette soirée d'information. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Falon Tchounia. Bonsoir Falon. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous regardent en ce moment. C'est un énorme plaisir pour moi de me retrouver encore ici ce soir. Avec surtout cette voix charmante, sensuelle que certains téléspectateurs adorent déjà. Merci. Voilà. Et de l'autre côté, Ellie Smith avec sa franchise, cet homme qui est assez percutant dans ses analyses. Ellie Smith, bonsoir. Bonsoir Louis Roger et bonsoir Falon. C'est un plaisir de partager un plateau avec vous. Et puis bonsoir à nos téléspectateurs du Cameroun et dans le monde. Nos téléspectateurs qui sont d'ailleurs très contents de nous avoir donc tous les soirs pour cette soirée de l'information. Je voudrais qu'on commence par le Cameroun avec son processus électoral qui est en marche depuis le 4 janvier. Elections Cameroun a rouvert les listes électorales. Il est question pour ceux qui ont la majorité électorale de pouvoir s'inscrire et de partager et de participer aux différentes consultations électorales. Alors, Ellie Smith, c'est une ouverture des listes électorales qui se fait pas sous fond de publicité. Et pourtant, on devait s'attendre à ce qu'il y ait une grande communication pour que tous ces Camerounais qui n'ont pas pu s'inscrire l'année dernière puissent le faire aujourd'hui. Exactement, Louis Roger. Je pense que l'organisation ou le gouvernement qui la finance n'a pas besoin d'avoir beaucoup de Camerounais à s'inscrire sur la liste électorale. Parce que si les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales massivement, ça peut peut-être jouer à leur défaveur. Voilà pourquoi je pense qu'ils n'ont pas fait une publicité. Il fallait faire une publicité à la radio et à la télé et dans d'autres médias, les nouveaux médias comme Facebook, pour que tous les Camerounais en l'âge de voter puissent venir ou participer à s'inscrire sur la liste électorale. Mais aussi, ça appartient aux partis politiques qui existent, que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition, d'encourager leurs militants à s'inscrire. Je sais qu'il y a des partis politiques qui disent que non, tout est joué en avant. Nous avons vu dans les pays où, avec une liste défavorable, une liste électorale défavorable, ils ont toujours gagné les élections, à condition que eux, ils sont inscrits sur cette liste électorale. Donc, il faudra que les partis politiques, les sociétés civiles, y compris les journalistes, puissent jouer leur jeu, jouer leur rôle, encourager les Camerounais en âge de voter, de participer, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Alors, Falon Tchounia, l'opération de révision de liste électorale a été lancée depuis le 4 janvier. On sait que c'est du 1er janvier au 31 août. Est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais encore veulent véritablement participer au processus démocratique dans leur pays? J'ai le sentiment que les Camerounais, bien évidemment, veulent participer au processus démocratique dans leur pays. Mais à chaque fois, je constate comme s'il y avait de plus en plus du découragement et plus en plus du laxisme. Parce que, en fait, les gens ont comme l'impression que quand ils votent, quand ils expriment un choix, ce n'est pas à la fin ce choix qui est représenté. Ils ont comme l'impression qu'on leur trompe, qu'ils sont en train d'être joués. Et à chaque moment, ils se sentent de plus en plus découragés. Pourquoi aller voter lorsqu'on connaît déjà qui va gagner? Ça ne sert pas, ça ne sert donc à rien de s'inscrire pour avoir les mêmes résultats chaque année. Ils ont besoin de changement. Et je pense qu'on devrait en ce moment les encourager, communiquer autour de ça et être plus transparent, permettre que le choix du peuple soit exprimé.
permettre que le choix du peuple soit exprimé. On espère également, comme Elie Smith l'a dit, que les partis politiques qui ont un rôle important à jouer dans cette sensibilisation, que ces partis politiques devaient donc jouer leur rôle pour que l'on dépasse le cap des 5 millions d'inscrits l'année dernière dans le cadre de cette inscription sur les listes électorales. Et peut-être que dans les tout prochains jours, il y aura des campagnes de sensibilisation à travers des spots publicitaires à la radio et à la télé, on l'espère bien. Nous allons poursuivre cette soirée de l'information avec la République centre-africaine et surtout pour parler de ce transport interurbain avec bien évidemment la sérénité qui est retrouvée pour les transporteurs routiers par camion dans le corridor Douala-Bangui. Il y a quelques mois, 18 chauffeurs de camions de nationalité camerounaise avaient été sommairement exécutés par des bandes armées. Et depuis quelques jours, c'est la sérénité. Alors, Elie Smith, avant qu'on ne continue dans la parole, nous allons permettre d'écouter ce transporteur routier qui essaie de nous expliquer comment ça se passe désormais, comment il a été accompagné, escorté même, jusqu'à ce qu'il arrive du côté de la République centrafricaine. Les conditions, n'est-ce pas, de sécurité se sont améliorées sur le corridor Douala-Bangui, Douala-Garoua-Boulaye. Oui, selon moi, je peux dire que ça s'est amélioré. Vu la scène auquel j'ai vécu aujourd'hui, aux environs de 10 heures à 15 km de Gouali, j'ai eu un éclatement de houe. Et puis mon appareil central s'est aussi explosé là-bas. J'ai eu une panne. J'étais aussi désespéré dans ce petit village, pourvu que je me disais que j'étais dans le manque de sécurité. Subitement est arrivé le convoi de la brigade de sécurisation routière. La brigade qui est en train de sécuriser les camions est arrivée. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont garés avec le Land Cruiser, avec des éléments à bord et avec des matériels qui travaillent avec des matériels, des armes. Bon, subitement dans le petit village, avant qu'ils n'arrivent, j'avais fait 1 heure de temps et je me sentais en danger dans ce petit village. Pourquoi? Parce que je voyais des gars venir de gauche à droite et les motos faufilaient de gauche à droite. Et lorsqu'ils étaient venus, ils m'ont appelé. Je suis allé auprès de lui. Je me suis présenté. Je m'appelle M. Oumarou Aladji. Lui m'a aussi présenté, qui était le lieutenant Hérault Pouki de la brigade de la sécurisation routière. On s'est changé d'adresse. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut pour toi? Je lui ai dit, ma vie est en danger, moi et mon motorboy et le matériel que j'ai. Il dit, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, ce n'est que lui qui peut voir ce qu'il peut faire. Il a démarré sa Land Cruiser, il a garé à côté. Il a fait descendre tous ces éléments. Il les a demandé de descendre à terre et d'armer tous leur matériel, les charges, les armes. Ils ont armé leurs armes. Il a demandé aux petits voyous qui étaient à côté du camion. Tout le monde est dégagé auprès du camion. Et tous ces gars étaient partis. Je suis resté seul, travailler cet appareil pendant 3 heures à 4 heures de temps. Ils étaient garés. Lorsque j'avais soif, mon ravitaillement d'eau était fini. C'est lui-même qui me donnait le ravitaillement d'eau. Ils enlevaient les palettes de Tanguy, m'a offert. J'ai consommé avec mon motorboy. On a changé le pneu, on a eu à travailler bien. On a démarré le camion, j'ai essayé, l'air n'a pas monté. Il a amené, il fallait le super glue, quelques pièces que je n'avais pas. Et lui aussi me prêtait. Et ces éléments, certains de ces éléments venaient me prêter aussi la main. Ils sont venus lorsqu'on a eu à finir. J'ai démarré le camion, l'air a chargé. Lorsque l'air a chargé, j'ai lâché le frein à main. J'ai vu que c'est bon. Lui-même est venu au bord de ma portière. Il m'a demandé, ça va aller? J'ai dit, ça va aller. Il a dit, bon, calme-toi. Je sens que tu as peur. Je lui ai dit, vraiment, j'ai peur. Il dit, bon, je veux que tu prennes ton calme et que tu dois compter sur moi. Ne te dérange pas, je suis là pour ta sécurité jusqu'à Bangui. Tant que je ne te vois pas arriver à Bangui, je veux faire n'importe quel jour ici. Où tu veux qu'on doit faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Je lui dis, non, ça va aller. J'ai demandé... Un témoignage d'un transporteur qui est habitué à prendre cette route et on se rend bien compte, Elie Smith, que ce transporteur nous fait vivre cette émotion et pour dire que des mesures sécuritaires sont désormais prises pour les encadrer. Et comment appréciez-vous ces témoignages?
Non, vous savez, on dit en anglais, seeing is believing. C'est une bonne chose de voir quelqu'un qui a fait ce parcours de Douala jusqu'à Bangui et rentrer sain et sauf. Vous avez vous-même dit qu'il y a il n'y a pas si longtemps, 18 chauffeurs routiers camerounais ont été abattus froidement. Et vous devez savoir que c'est une route névralgique pour la République centrafricaine. Donc c'est important que la communauté internationale a décidé de dédier une patrouille spéciale pour sécuriser ce corridor, pour que nos voisins et frères et sœurs centrafricains puissent être approvisionné. Voilà. Alors, Fallon de Tchouya, voilà, dans ces images, hein, c'est les images de la République centrafricaine qu'on dit être en guerre, mais vous vous rendez compte que l'activité a repris pratiquement dans tous les secteurs, et surtout dans le secteur du transport routier, ces camions qui approvisionnent la République centrafricaine en partant, bien évidemment, du Cameroun, de la capitale économique. C'est une bonne chose de se rendre compte aujourd'hui que ces chauffeurs de camions peuvent désormais rouler en toute sécurité. C'est une bonne chose de savoir qu'ils peuvent désormais rouler en toute sécurité. C'est également une bonne chose de savoir que la vie est en train de reprendre son cours à Bangui. Lorsqu'on voit des chauffeurs de camions qui entrent déjà dans Bangui en provenance du Cameroun, qui apportent du matériel, des éléments pour les approvisionner, c'est déjà une bonne chose de savoir que le train de vie est en train de reprendre son cours, que les populations de Bangui et même les voisins les plus proches, qui est le voisin le plus proche, qui est le Cameroun, commencent déjà à prendre la route pour Bangui. Ça montre que la frayeur est en train de baisser de plus en plus. Et c'est également, également quelque chose de positif de savoir qu'il y a une patrouille routière qui a été dépêchée pour cet effet-là. Ça montre à quel point Bangui veut revivre. Ça montre à quel point la Centrafrique veut reprendre le rythme qu'il avait auparavant et que même les Centrafricains, eux, le monsieur a témoigné tout à l'heure que, je ne sais pas si c'était le colonel, le lieutenant, l'a rassuré que tant que tu n'arrives pas à Bangui, je ne serai pas tranquille, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu arrives à Bangui. Ça montre que même l'armée centrafricaine ressent en lui ce devoir-là et sait qu'il doit protéger la vie de ces étrangers-là qui viennent à Bangui pour approvisionner les marchés centrafricains afin que les populations de la Centrafrique puissent entrer en possession de certains produits dont ils ont besoin. Et une bonne chose que même les routiers prennent le risque de prendre la route, ça veut dire qu'ils sentent quelque part la paix qui est en train de revenir, ils sentent quelque part qu'il y a quand même de ce côté-là un souci de vouloir les protéger, un souci de vouloir que les choses aillent bien et ça ne peut être que appréciable. Voilà. Et la Centrafrique qui prépare donc le second tour de la présidentielle, Elie Smith, pour le 31 janvier, avec cette ambiance que nous avons aperçue à travers ces images, on peut dire que tout semble bien se passer. Et oui, tout semble bien se passer. C'est un peu l'histoire de la République centrafricaine. Ce n'est pas que je suis pessimiste. Et à maintes reprises, nous avions parlé ici, sur ce plateau, le problème de la République centrafricaine. C'est un pays qui a beaucoup de potentialités, mais il faut simplement que les bailleurs de fonds et tous les acteurs dans les pays de la sous-région puissent les accompagner d'une manière sincère. Ça veut dire respecter les obligations qu'ils ont prises dans des différentes réunions qu'ils ont eues vis-à-vis de la République centrafricaine. Si ça avait été fait, je ne pense pas que la République centrafricaine devait sombrer dans l'état où elle est aujourd'hui. Je crois que c'est même d'une manière polie qu'on l'appelle un pays. C'est un non-état, la République centrafricaine. C'est donc, je pense que peut-être l'élection de quelqu'un qui est consensuel pourra peut-être apaiser les esprits en République centrafricaine, mais ça ne va pas résoudre le problème si le DDR n'est pas appliqué. Voilà, il faut dire également que cette reprise du transport est due également à cette synergie d'action entre le syndicat des transporteurs par camion du Cameroun, des chauffeurs professionnels, et l'Union des syndicats des transporteurs de la République centrafricaine. Et je voudrais peut-être qu'on écoute le président de cette association qui a effectué des déplacements du Cameroun pour la République centrafricaine pour vivre les réalités dans ce corridor. Et ce président est donc au micro de l'un de nos confrères. Le
contenu de ce document? Bon, en fait, la convention, c'est un avenant. C'est juste un avenant qu'on est en train d'apporter sur la convention qui existait depuis 2010. Il y avait une convention entre l'USCC et le SEMPROCAM. Nous avons apporté un avenant pour essayer de mettre en évidence ou bien de mettre en application cet avenant dans les deux pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris, nous combattons pour ceux qui ne sont pas membres dans notre organisation socio-professionnelle. Et à partir de l'avenant, à partir de la signature de cette convention aujourd'hui, nous ne pourrions plus défendre les chauffeurs qui n'ont pas la carte soit de l'USCC, soit du SEMPROCAM. On défend tout simplement les chauffeurs qui ont la carte de l'un ou de l'autre syndicat. Et également, vous avez, il y a certains chauffeurs qui sont indépendants, qui ne veulent pas s'adhérer au syndicat. Et l'adhésion au syndicat est libre. Ibrahima Yaya, qui est le président du syndicat des professionnels dans ce secteur qui s'exprimait là. Alors, Eli, lui, il a fait le déplacement, il a touché du doigt les réalités du côté de la République centrafricaine. Et avec les deux syndicats, ils ont noué donc un contrat de performance qui permettrait désormais de pouvoir défendre les intérêts des chauffeurs de camions qui sont dans ce corridor. Alors c'est une très bonne chose aujourd'hui, ce qui n'était pas possible quand la République centrafricaine était dans cette crise. Oui, exactement, c'est quelque chose qui est bien. C'est une intégration économique qui se fait. C'est un succès là où, sur le plan politique, c'est un échec cuisant. Et puis, j'ai souligné ou j'ai entendu insister que ceux qui seront protégés sont ceux qui sont syndiqués. Et c'est aussi une bonne chose, parce que les syndicats sont là pour cela. On voit donc l'exemple d'un syndicat ou un groupement professionnel qui est vraiment proactif, qui est proactif et non réactif. Donc, c'est quelque chose à louer et à encourager. Alors, Fallon de Tchouya, des transporteurs qui se donnent la main pour mener à bien leurs activités, ce qui était un tout petit peu rare avant que la crise n'éclate. Oui, ce qui est un tout petit peu rare avant que la crise n'éclate, mais on voit là qu'il y a eu une certaine mobilisation du côté des syndicats des camions, des chauffeurs de camions du Cameroun et de Bangui, ce qui montre que non seulement ils travaillent en synergie, mais ils ont un plan de travail assez bien élaboré parce qu'ils n'ont pas attendu que des personnes viennent entreprendre des choses pour eux. Ils se sont rendus compte que c'était une nécessité pour eux et que les deux parties avaient des intérêts communs à défendre. Ils ont signé des conventions. Maintenant, ce sont des chauffeurs qui sont protégés ou alors qui sont reconnus par ces syndicats-là, qui ont le droit d'être protégés. Ça prouve qu'en dehors du politique, on a quand même des organisations civiles qui s'attellent à ce que les choses rentrent dans l'ordre et ils mettent la main à la pâte pour que la Centrafrique puisse sortir du chaos dans lequel il se trouve, pour relancer les activités à tous les niveaux. Et ça montre que là, on a des personnes qui ont du souci pour non seulement leur nation, mais aussi des voisins qui s'inquiètent du sort de l'autre patrie voisine. Et voilà, c'est déjà une belle initiative. J'espère que d'autres syndicats africains dans d'autres pays verront la chose et pourront en même temps participer à cet élan de travail. Et surtout qu'il faut signaler qu'il y a beaucoup de camions qui partent du Cameroun pour la République centrafricaine. Certains parlent des convois de 100, voire même 200 camions. Parfois, même sur ces images, on se rend compte que c'est après chaque seconde que l'on voit des camions prendre la route. C'est dire quelle importance, bien évidemment, de ce transport même pour la relance de l'économie centrafricaine. Nous allons poursuivre cette soirée de l'information avec, bien évidemment, cette explosion meurtrière en Turquie qui a laissé sur le carreau une dizaine de personnes, faisant au moins 15 blessés. Une explosion qui est déjà attribuée à l'organisation État islamique, qui vient de frapper la Turquie. La Turquie qui est quand même, on peut le dire, hein, on croyait que la Turquie pouvait être exempte de ces frappes de l'organisation État islamique, mais on se rend compte que tout le monde à ce moment-ci peut être touché.
Exactement. Le grand paradoxe, c'est qu'il ne faut pas qu'on ne dise pas la réalité, que l'un des soutiens de l'État islamique, c'était la Turquie. Parce que c'est un peu la chanson des groupes camerounais comme c'est Ex-Maléa qui chante que le chien qu'on nourrit va te mordre. Donc l'État islamique, qui est une organisation qui vend son pétrole et son blé à travers la Turquie, donc qui a le trésor de guerre qui est financé à travers la Turquie, aujourd'hui voit un peu que cette organisation, au lieu de lutter contre Assad uniquement pour créer son califat, qui est le désir de Aboubakar al-Baghdadi, aujourd'hui retourne contre la Turquie. C'est ce qu'ils ont d'abord fait à la France, ils ont fait aux États-Unis et ils font partout. Mais ça ne me surprend pas parce que dans l'histoire, on a un cas, par exemple, c'est l'Afghanistan, les Moudjahidines qui étaient soutenus par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Ce sont ces mêmes Moudjahidines, quand on les soutenait contre le gouvernement de Najibullah, qui était un potentat russe à l'époque, s'est retourné contre les Américains. Donc moi, ça ne m'étonne pas, mais ce sont les vies qui ont été perdues, qui font mal. Et j'ai aussi vu un peu l'ambiguïté de M. Tayyip Erdogan, parce que il est en train de vouloir ne pas uniquement attribuer ça à l'État islamique, il essaie un peu de nuancer en disant que peut-être le PKK, en disant qu'il n'y a pas de distinction entre l'État islamique et le PKK, mais on sait que c'est l'État islamique qui a fait. Donc je pense que Recep Tayyip Erdogan paye du prix de vouloir changer la Turquie, un pays séculaire, à un pays théocratique à dominance islamique. Voilà, il faut également dire que ces djihadistes l'ont frappé des sites touristiques. Et parmi même ces personnes qui ont été tuées, on parle beaucoup d'Allemands. Justement, ils ont frappé des sites touristiques et on peut constater au jour d'aujourd'hui que la plupart des attentats qui sont menés par l'État islamique ciblent toujours des zones où il y a des expatriés, des étrangers, des Européens. En fait, pour attirer l'attention du monde sur eux, pour montrer au monde que non, nous sommes là et nous avons la capacité d'agir, pour toucher les nations qui se disent puissantes. Et ils savent localiser les sites où on va retrouver des expatriés, soit de l'Allemagne, de la France et même des États-Unis. Et quand ils frappent, c'est pas pour jouer, c'est pour qu'on comprenne qu'ils ont agi et qu'on sente à quel point ils sont forts. Mais maintenant, c'est désolant parce que la Turquie maintenant se retrouve en face de deux adversaires. Déjà qu'il avait le PKK à gérer, maintenant il se rend compte que maintenant l'État islamique qui croyait être son partenaire ou alors son proche se retourne contre lui. Et jusqu'à cette heure-ci, le gouvernement russe était encore en train de tergiverser. Pourtant, il y avait déjà des preuves qui montraient que non, c'était une frappe de l'État islamique. Mais on avait comme une sensation qu'ils avaient envie que ce soit autre, que cette accusation sorte d'autre part, que l'on dise que c'est le PKK. Mais il a fallu maintenant qu'ils reconnaissent que non, ils ont été frappés par l'État islamique et que voilà, c'est maintenant son ennemi. Parce que si tu me frappes, tu deviens mon ennemi. Et il comprend maintenant que celui qui était hier son ami, aujourd'hui s'est retourné contre lui. Et on regarde ces images qui sont quand même des images assez significatives de l'ampleur de cette explosion avec des personnes qui sont secourues. Au départ, on parlait juste d'une explosion sans perte en vie humaine pour essayer de masquer un certain nombre d'éléments, mais on se rend compte depuis qu'on regarde ces images-là que l'explosion était véritablement très puissante et risquée. Exactement, très puissante parce que l'État islamique a de très bons artificiers. Et pour compléter à la très belle analyse de Fallon, c'est que l'État islamique veut frapper les Occidentaux. En fait, ce qu'ils veulent dire, comme ils aiment le plaisir, autant qu'ils aiment le plaisir, eux, ils aiment la mort. Donc, c'est terroriser l'adversaire. Et ils profitent parce que les États occidentaux sont des démocraties et les démocraties molles. Et la démocratie molle veut dire que quoi, c'est un problème, la promotion des droits de l'homme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce sont ces failles-là que les terroristes, en l'occurrence ceux qui sont de mouvements politiques islamistes, exploitent pour s'aimer la désolation, et aussi parce qu'ils sont conscients de quelque chose. Dans ces pays, il y a une société civile qui existe. Ils veulent que les pays comme la France, la Grande-Bretagne ou peut-être même les États-Unis
puisse désister. Parce que n'est pas dire, bon, on ne va pas perdre les gens, parce que deuxièmement, l'autre facteur, c'est un facteur économique. En faisant ce qu'ils ont fait, les Occidentaux ne vont plus venir. Ça veut dire que ça va tuer un pan important de l'économie turque, comme ils ont déjà fait en Égypte. Donc maintenant, c'est de la résilience occidentale qu'il faut, avoir cet esprit de sacrifice. Mais vont-ils tenir si la société civile commence à se lever contre ce qui se passe? Voilà un peu la grande question qu'on doit se poser. La très grande question qu'il faudrait se poser. Alors à présent, hein, aux États-Unis, avec Barack Obama qui s'adresse d'ailleurs ce soir au Congrès. C'est d'ailleurs une tradition, hein, tous les mois de janvier, que le président des États-Unis s'adresse au Congrès, mais ça sera presque tous les discours. Exactement, ça serait son dernier discours et il va aussi, si je ne me trompe pas, essayer, il y a des dossiers qu'il doit essayer un peu de régler rapidement. Et bon, je pense que pour beaucoup des Africains qui habitent dans des pays où on a des gens qui sont parents de 40 ans, qui pensent que le pouvoir est fait pour eux, ils doivent un peu prendre une leçon aux États-Unis. Parce que Barack Obama a même dit au Kenya qu'il est certain que s'il se mettait en campagne aujourd'hui, il pourrait gagner un 3e mandat. C'était la même chose avec Bill Clinton. Si Bill Clinton avait voulu, bon, si la Constitution américaine le permettait, Bill Clinton devait être réélu. Et vous allez voir que ces deux présidents ont quelque chose d'identique. Bon, Bill Clinton, on dit que c'est le premier noir à être élu à la présidence. On dit noir pourquoi? Tout simplement parce que Bill Clinton a des femmes partout. Exactement. Et maintenant, en ce qui concerne le Barack Obama, c'est le premier noir, vrai. Mais ils ont deux choses. En dehors du fait que la différence entre Obama et Clinton, et Obama, c'est quelqu'un de sérieux. Il n'a pas de femmes partout comme Clinton. Clinton a les femmes dans tous les 50 États américains. C'est un vrai homme. Mais c'est la croissance économique. Parce qu'Obama est en train de partir sur une forte croissance économique que les États-Unis n'ont pas reconnue. On va toujours se rappeler de Barack Obama comme celui qui a sauvé les États-Unis du précipice de la manière que George Walker Bush avait laissé les États-Unis. Alors, parlons de Tchoudia, Barack Obama qui va donc s'adresser au Congrès. Ce soir, certainement, il y aura des questions liées au terrorisme qui sont évoquées. Bien, effectivement, il y aura des questions liées au terrorisme qui seront évoquées, mais je pense que les États-Unis ont été actifs sur plusieurs fronts pour combattre l'État islamique ou alors Daesh. Et puis, beaucoup de personnes, ils ont pu voir les actions que le président Barack Obama a menées sur le terrain. Et il s'est effectivement donné pour cette lutte contre le terrorisme. Et maintenant, peut-être aujourd'hui, ça sera son dernier discours devant le Congrès américain. On va retenir de lui peut-être que c'est un bon président. Et de toutes les façons, comme M. Smith venait de le rappeler, il avait dit au Kenya que ce sera son dernier mandat et que s'il décidait de mener campagne pour être président, il devait encore gagner. Mais aujourd'hui, les États-Unis représentent le socle de la démocratie, l'exemple même type de la démocratie auquel le monde regarde. Ça veut dire que même si un président américain voudrait mener un autre mandat au-delà de celui qu'il a déjà, il ne pourra pas parce que plusieurs personnes prennent les États-Unis comme un modèle de démocratie pour le monde entier. Et en plus, quand on parle de démocratie ou de liberté, on fait référence d'abord aux États-Unis avant même de citer les États européens. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de dossiers sur lesquels il va s'exprimer. Mais on va quand même retenir de lui qu'au-delà de tout ce qui a bien pu se passer, c'est quand même un président qui a marqué l'histoire. C'est le premier noir à devenir président aux États-Unis, qui a permis en sorte que la citation de Martin Luther King soit réalisé. Et puis maintenant, oui, on y a cru et puis ça s'est réalisé. Et bon, voilà, il a fait son temps, mais ça sera quelqu'un d'autre de prendre la relève. Alors, Elie, les sujets certainement qui vont être évoqués ce soir, vous entrevoyez quoi au-delà du terrorisme? Au-delà du terrorisme, je pense qu'on va parler de problème de port d'armes aux États-Unis, qui est un problème majeur, qui est inscrit dans la Constitution américaine. Il a essayé l'autre jour de outrepasser le Congrès, de prendre ce qu'on appelle une loi présidentielle. Il y a eu des critiques, même Jeb Bush, qui est en bas des sondages dans le camp républicain, a dit il va... Je crois que Jeb Bush a donc saisi cette occasion comme une passe qu'on lui a donnée en or, mais je ne crois pas que ça va essayer de résoudre son problème. Et je pense aussi qu'il va parler un peu des problèmes mondiaux. Mais moi, je sais que peut-être il ne va pas parler de cela. Mon problème, le souci que j'ai avec M.
Obama, c'est que il est très cérébral. Il n'est pas terre à terre. Il regarde, par exemple, il va nous laisser en Afrique ici un problème majeur. Comment on va résoudre le problème entre le Sud-Soudan et le Soudan, l'enclave de Abyei? Parce que selon le traité de la Comprehensive Peace Agreement qui avait été signé à Naivasha en 2005, il fallait avoir 2 référendums. Un dans le Sud-Soudan profond et puis un autre dans Abyei. Il n'a pas obligé Khartoum à le faire, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Et l'autre aspect, même sur la promotion de la démocratie, il y a aussi matière à poser la question. Il n'a pas été proactif comme George Bush, on peut le reprocher. Il a toujours voulu négocier, faire des trucs. Voilà ce que je reproche à Obama. Obama devait être comme Bush qui voulait dire à un chef d'État africain, si tu changes la constitution, je te donne un coup de pied au cul. Pour être un peu terre à tête, donc je t'enlève du pouvoir. Il ne l'a pas fait. On a eu les cas. On a le cas de Denis Sassou Nguesso, Paul Kagame, Nkurunziza. Et puis, la seule personne qui a mis beaucoup de pression, c'est Joseph Kabila en RDC. Donc, voilà un peu mon souci avec M. Barack Obama. Alors, on parle d'une affaire d'armes, Falon Tchounia, des fusillades partout, des gens qui veulent se lever de ces 4 matins. Parce que la loi les autorise de fusiller un noir comme il veut. Alors, est-ce que vous pensez qu'après Obama, cette politique sera-t-elle revue ou alors ça restera toujours une tradition puisque c'est quand même la vente des armes qui contribue à la croissance, qui sous-tend beaucoup d'économies à travers le monde? C'est assez désolant. Déjà, les armes qui circulent partout aux États-Unis, bien que ce soit validé par leur constitution, mais on s'est rendu compte que ces armes n'ont servi qu'à tuer des Noirs, n'ont servi qu'à assassiner des gens dans des églises. Mais maintenant, on remarque aux États-Unis qu'il y a des foires d'exposition pour les armes. Voilà, les armes circulent, mais maintenant, c'est un problème auquel la nation fait face. Peut-être du temps de Bush, ce n'était pas assez criarde comme maintenant. Mais maintenant, le problème est là. Et si Barack n'a pas pu résoudre le problème, je pense que son prédécesseur, ou alors celui qui va le suivre, va le remplacer, prendra ce problème à cœur. Mais maintenant, je pense que beaucoup de Noirs aux États-Unis avaient espéré que, comme c'était un président noir qui était au pouvoir et qu'on assassinait en majorité des Noirs, il devait prendre des mesures assez sévères, des mesures qui n'ont pas été remarquées, qui n'ont pas été prises. Mais jusque-là, on pense déjà que cette liberté d'armes qui circule aux États-Unis a permis qu'il y ait des cas de meurtre, des cas d'assassinat. Et maintenant, le président et le Congrès prendront des mesures qui vont permettre à régulariser et que n'importe qui n'entrera pas en possession d'une arme. Parce que plusieurs adolescents se permettent de s'offrir des armes et ils ne l'utilisent pas à bon escient. Mais maintenant, il faudrait qu'on revoie alors cette constitution et qu'on prenne des mesures pour la cadrer et pour l'encadrer afin que ces armes circulent de manière légale et que voilà, les personnes qui détiennent cette arme soient des personnes de bonne moralité, sur qui on peut compter. Des personnes de bonne moralité, d'ailleurs, Barack Obama a demandé récemment qu'il y ait une traçabilité, que toute personne qui achète une arme puisse être identifiée et qu'il puisse avoir des enquêtes préliminaires. Est-ce que cela ne va pas s'arrêter au simple discours d'un politicien qui est déjà presque à la fin de son mandat présidentiel? Oui, parce que c'est quand même difficile. C'est une tradition américaine, le port d'armes. C'est inscrit dans la Constitution américaine. Donc, ça serait un peu difficile. Bon, c'est aussi difficile parce que si le Congrès était favorable à lui, peut-être ça devait être comme une loi. Et puis, on devait voir comment mettre ça en pratique. D'ailleurs, il a contourné ce processus de passer au Parlement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui ne pouvait... Il a fait ça, vous avez vu qu'il a même pleuré parce qu'il a vu le nombre de gens qu'on tue, en particulier les Noirs, en particulier dans ta ville de Chicago, comment ça se passe, le taux de criminalité est élevé. Donc, moi, je pense que c'est aussi un acte politique ou un acte de désarroi parce que ça fait la 2e ou 3e fois qu'il a fait des discours sur ça et rien n'a changé et les républicains s'en foutent royalement. Alors, Falon Tchounia, vous êtes dans l'événementiel et dans la publicité. On dit généralement que lorsque Barack Obama s'exprime devant le Congrès en de pareilles circonstances, c'est pratiquement 31 millions d'Américains
qui suivent ce discours. Certains statisticiens sont allés jusqu'à dire qu'en 2010, il y avait 48 millions. C'est parce que c'est un moment exceptionnel? Pas forcément parce que c'est un moment exceptionnel, mais on sait que c'est l'un des plus grands présidents au monde. Et beaucoup de personnes attendent cet instant avec beaucoup d'attention, beaucoup de captivité, parce que là, des personnes se sentent de plus en plus concernées quand le président Obama parle. Ce n'est pas seulement pour les États-Unis, mais c'est aussi pour la situation de plusieurs pays, que ce soit les pays d'Europe et les pays d'Afrique, où on attend qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va dire que non, les présidents qui veulent changer la Constitution, on va les combattre, on va les empêcher? Est-ce qu'il va encore parler de légaliser ou alors de parler des droits des minorités? Est-ce que beaucoup de nations se sentent concernées par ce discours parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont étroitement liés au discours du président Obama? Donc, on attend quel sera mon sort et déjà beaucoup de personnes veulent savoir parce que lorsqu'on sait que si le plus grand président du monde s'exprime, il y a des mesures qu'il prendra. Et en tant que Cameroun, qu'est-ce qu'il va dire de l'Afrique ou de nous? Qu'est-ce qui va nous toucher? Quelle est la partie du discours qui nous concerne? Et puis voilà. Voilà, on va poursuivre donc avec cette soirée de l'information. Fallout, tu as dit quand même que ce sera un très grand moment de télévision pour les Américains qui souhaiteraient bien évidemment suivre de bout en bout ce discours du président américain Barack Obama. Son tout dernier discours devant le Congrès. Il fera donc le bilan. Il fera donc un discours sur l'état de l'Union, un discours qui sera donc très attendu et très regardé à travers le monde. Je voudrais que nous poursuivons avec cette soirée d'information avec bien évidemment la Côte d'Ivoire en attendant que Catherine Aimé Moukouri s'installe avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a déjà officiellement annoncé son gouvernement, un gouvernement de 36 membres. Au lieu de 31, comme le dernier mandat. Justement, un gouvernement de 36 membres. Et la particularité même dans ce gouvernement, c'est que l'on retrouve beaucoup de femmes. Et ça montre à quel point la Côte d'Ivoire veut promouvoir l'action de la femme et reconnaît la capacité de la femme ivoirienne dans son gouvernement. Et on espère que ces femmes vont s'atteler et donner le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, 36 ministres et une bonne place occupée par la femme. Comme vous voulez le dire, elles sont 9 aujourd'hui dans ce gouvernement, contrairement à 5 femmes il y a 5 ans. Aujourd'hui, on se rend également compte que le ministre des Affaires étrangères, tout comme celui de la Justice, ne font plus partie de ce gouvernement. Catherine Aimé Moukouri, bonsoir. Bonsoir Louis Roger, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, tout de suite, on parle de la revue de presse cybernétique, l'actualité à travers le monde. Oui, la revue de presse cybernétique ce soir, c'est Guinée.7, déclaration des biens, une opération en trompe-l'œil. C'est l'information qui est à la une du site d'information guinéen. Après la déclaration des biens du chef de l'État auprès de la Cour constitutionnelle la semaine dernière, l'institution a invité les membres des différentes institutions de la République, notamment le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les membres de son gouvernement, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale et les responsables des régies financières de l'État à en faire de même. À en croire certains observateurs, il s'agit simplement d'une opération en trompe-l'œil, étant donné que les mécanismes de contrôle feraient défaut pour savoir qui possède quoi dans un environnement où les cadres véreux ont recours à des prête-noms. Le président de la République a fait le dépôt de la déclaration de ses biens auprès de la Cour constitutionnelle. Et on poursuit avec Centrafrique Libre qui titre RCA, le cercle de réflexion des Centrafricains pour la bonne gouvernance réclame à travers une pétition un débat entre les finalistes de la présidentielle. Le CRGBC fait circuler depuis quelques jours une pétition dans laquelle il invite les Centrafricains à exiger des finalistes de la présidentielle un débat contradictoire. Pour cette entité, cette pratique permettra aux Centrafricains de se faire une idée des personnalités qui seront au second tour dans le cadre de cette élection. Nous vous proposons que cette pétition soit soumise à signature, propose le CRCBG. On termine avec Iwaku. Le Quai d'Orsay prime le journaliste burundais Esdras Dikumana.
À l'occasion des vœux à la presse française ce 11 janvier, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a décerné le prix presse diplomatique francophone aux correspondants de la RFI et de l'AFP au Burundi. C'est une première dans la presse française. Nous apprendons dans le site devant une dizaine de caméras de la presse française entourée du ministre français des Affaires étrangères, de la secrétaire d'État, du président de l'Association des médias français. Ezra Dikoumana est le tout premier journaliste étranger à recevoir le prix presse diplomatique francophone édition 2015. Déjà, merci Catherine Ebemokoro pour cette revue de presse cybernétique. Certainement, pour vous arrêter sur un petit sujet. Évidemment, on parle des présidentielles en RCA et ce groupuscule qui exige que les candidats finalistes aient un débat. Pour moi, c'est une logique puisque c'est comme ça que ça se passe dans les autres pays. J'estime que pour pouvoir juger entre deux candidats, pour pouvoir faire un choix définitif, il faut être capable de dire que voilà, tel candidat nous propose ceci et qu'il s'exprime. On a trop cette habitude dans les pays africains de ne pas laisser assez parler, s'exprimer nos leaders. Au final, on ne sait rien du tout. On a juste une idée de ce qu'ils sont capables de faire, mais on ne les a jamais vus s'adresser directement au peuple et dire voilà ce que je propose pour ma campagne, voilà ce que j'aimerais faire pour le pays et voilà ce que je pourrais faire pour vous. Donc j'estime que les Centrafricains gagneraient à avoir sur un plateau de télévision les deux candidats à la finale de ces élections pour qu'ils puissent débattre, échanger et qu'à la fin, on puisse choisir parmi les deux le meilleur. Alors, Fallon de Tchoudia, il y a quand même les deux candidats qui seront au second tour de cette présidentielle. On a notre ami Georges Alissé Doleguele et Touadéra qui sont donc les deux. Et ce débat, vous le sentez aussi comme ce mouvement qui voudrait voir ces deux futurs présidents échanger sur un plateau de télévision? Ce débat, je le sens, de même que j'ai senti le débat entre Gbagbo et Ouattara. C'est un débat qui est très attendu et la Côte d'Ivoire nous a donné cet exemple. Pourquoi pas la Centrafrique aujourd'hui? On espère qu'ils vont démontrer, ils vont déballer leur plan de campagne et proposer leur programme politique aux populations pour qu'on sache au moins à qui on peut faire confiance, qui choisit voilà, sur les bases des déclarations qu'il va faire, qui sera le meilleur et que le meilleur l'emporte ce jour-là. Et que le meilleur l'emporte et on sait bien évidemment que ce sera une très grande première pour la République centrafricaine et cela pourrait vraiment servir d'exemple à d'autres pays africains, considérés pas seulement aux professions de foi et à la photo des candidats, mais qu'on voit ces candidats s'exprimer pour véritablement juger de leur capacité à pouvoir apporter des solutions efficaces à certains problèmes que les Centrafricains sachent que véritablement qui choisir le 31 janvier. Une très grande première pour la République centrafricaine, bien évidemment. Déjà que ces élections sont en train de prendre une très belle tournure. Au départ, on sentait comme beaucoup d'obstacles, problèmes de matériel, problèmes de logistique. Et maintenant, on s'est rendu compte, on avait comme l'impression que les Centrafricains n'iront pas voter. Mais aujourd'hui, les Centrafricains nous ont montré qu'ils avaient ce désir de voter parce que c'est un droit qu'on les avait enlevé depuis longtemps. Ce pays qui a connu et des coups d'État et des coups d'État. Et un bon matin, on a dit, voilà, vous avez le choix de... Vous avez maintenant la possibilité d'aller choisir votre candidat par les urnes. Ils se sont massivement mobilisés, on l'a constaté ce jour-là. Et aujourd'hui, on fait état d'un débat qui aura lieu entre les deux qui sont passés au second tour. Et maintenant, on se rend compte que la Centrafrique est en train de vraiment reprendre du poids de la bête. La Centrafrique est vraiment en train de revivre. La Centrafrique est vraiment en train de se réorganiser. Et on espère que les choses iront bon train pour eux. Alors, Alice Smith, nous avons sorti de cette soirée de l'information avec cette volonté des Centrafricains de voir les deux candidats qui ont remporté le premier tour de la présidentielle de se retrouver autour d'une table et de pouvoir échanger. Alors, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je crois que comme tout, je crois Fallon Abdi, je crois Mokuri aussi en a parlé, c'est une bonne chose. Et puis bon, j'abonde dans le sens de Fallon. Vous savez, on dit souvent en Afrique, mais on a eu le cas de la Côte d'Ivoire entre Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Donc nous croyons que si on a le même cas en République centrafricaine entre Faustin Archange Touadéra et puis Anissé Doleguele, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Bon, nous avions eu des histoires où il y a des candidats qui refusent. Souvent, on a eu le cas au Nigeria où le candidat Mohamedou Buhari avait refusé un débat avec Goodluck Jonathan
tout le monde a compris parce que Buhari n'est pas éloquent et M. Jonathan, c'est un homme qui est bien éloquent, donc il a eu peur que ça peut jouer à sa défaveur. Mais ça serait quand même quelque chose de bien. Mais l'essentiel à la République centrafricaine, ce n'est pas uniquement d'avoir de bons débats qui donnent un certain décor d'attractivité, mais c'est l'argent. Il faudra que ceux qui vont gagner, la communauté internationale, puisse les accompagner et payer les quotes-parts dans toutes les obligations qu'ils ont prises sur ce pays. Merci, monsieur, d'être venu ce soir et d'avoir échangé avec nous sur ces quelques questions. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 9h15 pour la matinale de l'information.